Bonjour à tous, amis dégustateurs, et bienvenue donc pour les vins de la semaine et du week-end, même si on n'a pas bu cette semaine. Par contre, ce week-end, on s'est nous déconfiné du côté d'Ampuis. Voilà, on s'est déconfiné en côte-rôtie pour se dégourdir les jambes, hein, bien sûr. Et puis en plus, on a bien fait parce qu'on, il se trouve que cette période de confinement est en 2020, donc on a pas mal de 2010. En fait, c'est 2010 et ma foi, quel millésime partout en France. Et évidemment, du côté de la côte rôtie, hop, là, ce Curon Terre Sombre 2010, ma foi, est un bien joli vin. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un nez de cassis. Puis ensuite, on a les notes classiques, hein, poivre, un petit côté cuir, un petit côté réglisse. Et tout d'un coup arrivent des notes d'épices, mais alors boîte à cigares, très pauillacaise, très classe, sur un fond léger mocha, très réussi, très bien intégré, belle bouche, droite, profonde, assez profonde d'ailleurs, hein, pour une côte rôtie, et puis c'est un ample, tout, c'est vrai. Là, il y a bien cette amplitude, on a une belle matière soyeuse, tanin fin précis, mais on a une très jolie profondeur. Sur donc le cassis, puis le poivre, arrivent ces fameuses notes de boîte à cigares, très classe, et ce fond léger mocha fumé, très très joli. Belle finale, droite, profonde, mais avec une belle empreinte tannique soyeuse. Assez droit comme vin, hein, cette Terre Sombre 2010. Très réussi, très joli vin, beaucoup de plaisir. Voilà, bravo monsieur Curon. Donc, on avait commencé en côte-rôtie. Bon, on n'a pas pu s'empêcher de faire un petit détour du côté de l'Alsace. Et on a ouvert. Alors, on a ouvert un Boxler Sommerberg 2012. Alors, après notre Schlossberg de la semaine dernière, on a fait donc cette semaine le Sommerberg. Très joli vin aussi. Donc un bonnet Mirabelle, assez classique, mais plus pamplemousse agrume. Pamplemousse, agrume mûr. Des petites notes un peu citron vert presque, avec un côté noisette en fait, un noisette fraîche. Donc très agrume. La petite pointe tourbée au nez et un fond terpénique, alors plutôt cire d'abeille que pétrole. Ensuite, on a une bouche sèche, droite, profonde, avec des épaules. Il y a de la matière, c'est puissant, ça envoie ce Sommerberg. Euh, et puis sur à nouveau l'agrume mûr, le pamplemousse. Ensuite, dans la petite note là, ces petites notes de citron vert, de noisette. Puis arrive un côté tourbé un peu plus marqué. Et ce fond terpénique, cire d'abeille, très joli. Belle finale, droite, sèche, traçante, presque vive, et longue persistance sur ces arômes hein, de pamplemousse mûr, puis de mirabelle, puis arrivent ces petites notes là, noisette fraîche, citron vert, le petit côté tourbé, ensuite le fond terpénique cire d'abeille. Très joli vin que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Boxler en général, mais je vais vous dire, j'ai une petite préférence pour la délicatesse et la complexité du Schlossberg Weinbach de la semaine dernière, même si ce Sommerberg est absolument superbe. Voilà. Ensuite, donc on est, je vous dis, on est allé en côte-rôtie, bah, on a été en côte-rôtie, donc qu'est-ce qu'on a bu d'autre? On a bu ça, grand classique de la maison s'il en est, et grand classique en général, une brune et blonde 2010 de l'ami Guial. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors là, on met le nez dessus, puis alors là, c'est d'une typicité à toute épreuve. Cassis mûr, à nouveau, donc les notes de poivre, de la petite pointe de bacon grillé, le côté réglisse, et puis un fond mocha, presque avec un petit côté cuir, voilà. Très réussi, très bien intégré, très joli vin, enfin très joli nez. Ensuite, belle bouche. C'est plus ample presque le terre sombre, hein. Belle matière, fine, précise, ça prend voilà, de l'amplitude. Même si on retrouve cette côte rôtie de 2010, justement le côté 2010, avec une profondeur qu'on n'a pas si souvent en côte rôtie, hein, qui est plutôt l'apanage de l'Ermitage. Là, en 2010, on a bien ça, hein, on a bien cette profondeur, voilà, ce côté droit, avec de très beaux tanins, soyeux, fins, précis.
sur le cassis, les notes de poivre, la petite pointe de violette, oui j'oubliais dans le nez, on l'avait aussi, et on la retrouve aussi en bouche, qui est classique hein, de la Syrah. Sur ce fond assez mocha, petit côté cuir, voilà, très joli, belle finale, droite, et une belle persistance de cassis mûr, puis ensuite arrivent les notes réglisse, de poivre, la petite pointe bacon grillé, et ce fond mocha, léger cuir aussi. Bref, on a tout ce qu'il faut, très très jolie, brune et blonde, que cette 2010. Et moi qui connais assez bien cette cuvée pour en avoir bu de nombreux millésimes et de nombreuses bouteilles, je crois que celle-là est la cinquième que je bois de ce 2010, et pour moi c'est la plus belle année des années post-2000. Hein, je crois qu'en moyenne elle est à 92,5. Elle est un petit peu au-dessus de 2007, qui est l'autre joli millésime des années 2000 à 2010. Mais ce 2010 est vraiment une très très belle cuvée de brune et blonde. Si vous en avez, vous pouvez déjà en profiter, mais vous pouvez aussi la garder. Elle tiendra longtemps, et ce sera vraiment une belle cuvée de brune et blonde. Comme on a eu un 90 ou 91 pour ceux qui connaissent, qui étaient de très très belles cuvées de brune et blonde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, bon, on a te faire quand même un petit tour à Bordeaux. Voilà. Barbecue anglais, je me suis dit, moi j'aime bien, tiens, je vais sortir ça, ça me paraît bien. Et donc j'ai sorti Poix-Ferré, donc un Saint-Julien, Château Léoville Poix-Ferré, 2003. Alors je rappelle, hein, 2003, millésime de la canicule, premier millésime de la canicule où on a fait une grosse pub, hein, comme il y avait eu à l'époque 76, voilà, donc c'est le millésime de notre génération à nous, enfin même si moi j'étais déjà né en 76, pour tout vous dire, j'avais même déjà une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Bah, souvent les rives gauches 2003, moi j'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup. Il y en a plein qui sont de très très jolis vins, tout le monde a dit ouais, ça tiendra pas, hein, ce sera trop mou, ça manque d'acidité, enfin bon bref, on a un peu tout entendu. Or, moi, à chaque fois que je buvais des 2003 en rive gauche, en tout cas sur le Bordelais, donc hein, dans le Médoc, souvent j'avais de très 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 jolis vins. Eh bien, c'est moins le cas sur ce Poix-Ferré. C'est la deuxième que je bois, alors elle est un peu mieux que la première, que j'avais bu en 2014, je crois, dans mon souvenir. Enfin, dans mon souvenir, non, je regardé mes notes, donc j'ai bu en 2014. Et alors, qu'est-ce qu'elle donne? Bah, elle donne un nez de prune, clairement, hein, on est plutôt sur la prune, pas le pruneau, mais vraiment la prune. Ensuite, on a des notes plutôt réglissées, et puis un fond balsamique, pas énormément de complexité. Alors, il y avait un petit côté frais, alors qui n'est pas du tout poivron rouge grillé, comme on peut le retrouver d'habitude sur les rives gauches hein, de Bordeaux. Il y a un petit côté frais qui est plutôt de type herbe séchée, ce genre de choses. Ensuite, en bouche, on a une bouche robuste, il y a de la matière, c'est dense, les tanins sont, allez, assez poudrant, et il y a de la puissance. Alors, par contre, il n'y a pas d'alcool, ça c'est très agréable, c'est pas trop alcooleux. On est toujours sur la prune, le côté, les notes de réglisse, presque réséda d'ailleurs. Et puis ce fond plutôt balsamique. On a un petit côté fumé, mais qui n'est pas non plus très marqué par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Une finale puissante, toujours sur ce côté prune, et puis ensuite réglisse, réséda, et ce fond balsamique. C'est très joli, c'est un joli vin. Moi, je pense qu'à la bug, je l'aurais difficilement mis à Bordeaux. Enfin, je crois pas que je l'aurais mis à Bordeaux. Je l'aurais mis plutôt dans le sud, ce vin-là, en Languedoc, en Roussillon, quelque part comme ça. Euh, c'est un joli vin, mais pour moi, ça manque quand même de complexité, surtout au niveau qu'on est en droit d'attendre hein, d'un Léoville Poix-Ferré. Même s'il se goûte un peu mieux qu'il y a donc en 2014. Voilà, j'ai bu des 2003 en rive gauche qui sont beaucoup plus jolis. Alors, question, est-ce que c'est parce que tout d'un coup ces 2003 sont pas arrivés finalement à maturité et méritent d'être bu? Bah, c'est une bonne question que m'a posé mon copain Matt. Salut Matt, Gauthier. C'est vrai que je me demande si finalement, faut peut-être pas vraiment commencer à les boire, les 2003, même si on les a déjà bu parce que c'est délicieux depuis toujours. Je retenterai l'expérience pour voir si d'autres 2003 que j'avais particulièrement appréciés restent sur leur niveau de maturité ou commencent effectivement peut-être un peu à descendre.
Et puis pour ce soir, qu'est-ce qu'on a prévu? Alors ce soir, on a prévu plutôt plein de mezzés, on va dire. Et donc pour ces mezzés, bah, j'ai ouvert ça. Domaine que j'adore, on n'en a pas encore bu depuis le début du confinement. Un Sancerre de Vincent Pinard, la cuvée Clémence 2018. Alors, d'ailleurs, j'ai un verre, d'ailleurs, je trinque à votre santé, portez-vous bien surtout, hein, restez confinés et portez-vous bien. Euh, voilà, bah, bon, moi j'aime beaucoup les vins de Vincent Pinard, c'est des Sancerres comme je les aime, c'est-à-dire à la fois, on va y retrouver, et dans le nez d'ailleurs, ce côté fruit blanc, assez mûr d'ailleurs, alors pas de pointe exotique sur ce Clémence, mais ça peut arriver, un petit côté ananas, hein, on peut retrouver. Là, non, ensuite on a les fameuses notes d'herbes séchées, de foin, voire de buis, et un fond crayeux, un peu tourbé aussi, silex, roche, quoi, qui est impressionnant. Puis en bouche, hmm, en bouche, voilà, on a tout ce qui fait l'essence des vins de Sancerre, une bouche traçante, droite, salivante, fraîche, alors que la matière est mûre. Moi, c'est ça que j'adore dans les vins de Vincent Pinard, c'est que c'est une belle fraîcheur, c'est une fraîcheur mûre, je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, à Chablis aussi, on peut retrouver ça, chez certains vignerons, donc à Sancerre particulièrement, dans le Muscadet aussi, avec des cépages donc, qui sont des vins droits, vifs, acides, mais quand il y a la maturité, et qu'on arrive à combiner les deux, bah oui, on va avoir un vin mûr, belle matière ronde, mais un côté frais, traçant. Voilà. C'est ce qu'on retrouve dans les vins, dans les Sancerres de Vincent Pinard, et ma foi, c'est juste délicieux. Et donc, bah, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine.